T'as vu Louis? Ça claque hein, quand même. Je sais pas si ça claque, qu'est-ce que tu nous fais là sur ton bel Ultimate? Ouais, je le trouve un peu trop sobre, du coup je me fais une peinture perso, franchement. Au moins ça sera sympa, tu sais, quand je roulerai, je pourrais regarder un peu les dessins, c'est un peu comme des tatouages quoi. Putain, j'en perds ma mine moi, je crois que mon stylo il a fait un refus d'obstacle. Ah. Je pense qu'on aurait mieux fait de faire appel à des professionnels quand même. Tu penses? Ouais, je pense. Ce que je te propose, c'est que dans ce show, on parle des services de personnalisation et qu'on parle de customisation de nos vélos préférés. Bon, allez, c'est parti. Bon Louis, je profite qu'on soit dans cet endroit de rêve au sud de l'Espagne pour justement parler de customisation. On a vu que la semaine dernière, Canyon a sorti le programme My Canyon pour proposer des vélos personnalisés d'origine et c'est assez intéressant. Donc j'ai un peu regardé ce qu'il existait dans la planète vélo et en fait, ce n'est pas la première marque qui propose du coup ce genre de peinture personnalisée. Mais quels sont vraiment les avantages? Est-ce qu'il faut vraiment prendre un vélo personnalisé? On va voir ça directement. Et pour commencer, on va parler de la peinture proposée par les fabricants. On sait que par exemple chez Trek, tu avais dû voir, ils le proposent d'origine. Ça fait un moment que plusieurs marques, notamment Trek, Orbea ou la marque française Origine par exemple, proposent des services de personnalisation. Alors on a différents niveaux, parfois c'est vraiment presque 100% personnalisé. Le plus souvent c'est le choix de couleurs, c'est-à-dire il y a un design qui est préétabli, ensuite on peut choisir la couleur de chaque partie. C'est plus souvent quelque chose comme ça. Chez Canyon c'est un petit peu différent, on l'a vu la semaine dernière, c'est des éditions vraiment très spéciales réalisées par des artistes. Moi je trouve ça assez intéressant parce que quand on achète un vélo c'est souvent pour plusieurs années. Et c'est souvent aussi une partie, en tout cas lorsque c'est des peintures personnalisées, c'est souvent pour la partie plaisir d'avoir aussi une belle machine et c'est un vélo qu'on compte donc garder assez longtemps et avoir ce côté un peu unique, et ben c'est quand même très appréciable et surtout ça se transforme presque en œuvre d'art qui ajoute une réelle valeur au vélo. Alors souvent léger surcoût à l'achat, mais par contre en cas de revente il y a aussi un surcoût à la revente parce que c'est une édition qui ne sera pas commune et en cas où on garderait le vélo pour longtemps, c'est presque pas une œuvre d'art, mais parfois on n'en est pas loin quand même. Mais c'est justement une des questions que je me posais en préparant ce show, c'est quelle est la valeur? Est-ce que cela peut dénigrer la valeur d'un vélo ou l'améliorer? Et c'est vrai que quand on part sur une peinture de fabricant, en fait ça se fait en automobile depuis des années. On voit chez Mini, admettons, ça a été la première marque à vraiment promouvoir la personnalisation avec des peintures différentes suivant les parties de la voiture. Et finalement dans le vélo, quand on passe par un fabricant avec Trek, Project One ou même Canyon, c'est vraiment intéressant. En plus de ça, si c'est personnalisé par un artiste, oui, la valeur ça peut devenir un vélo iconique dans le futur. Bon, le seul truc où il faut faire attention, c'est pas choisir des couleurs trop exotiques, car ce qui nous plaît énormément, peut être un frein pour certaines personnes. Alors là, je t'arrête un petit peu parce que quitte à avoir une peinture personnalisée, si justement ce qui nous plaît c'est le truc le plus original ou le moins attendu en tout cas, il faut foncer. C'est le principe d'avoir une peinture personnalisée. Si c'est payé plus cher pour une peinture personnalisée mais pas trop ou qui passe partout, ça vaut clairement pas le coup, ça gâche complètement. Mais par contre, tu m'as fait découvrir, je connaissais pas du tout, une autre façon de personnaliser si on veut avoir quelque chose plus à son goût ou comme tu dis plus passe-partout si jamais l'édition spéciale ne nous correspond pas vraiment. Et c'est les cadres Ready to Paint, donc prêts à peindre, ou RTP en abréviation. Donc c'est souvent des marques un petit peu plus, alors pas anonymes parce que par exemple tu m'as cité OpenCycle ou 3T, donc c'est quand même des marques connues, mais c'est pas des gros vendeurs en termes de volume de cycle. Par contre, ils arrivent justement à se démarquer en proposant des cadres bruts, c'est-à-dire vraiment la matière, souvent le carbone, mais la matière brute, on l'achète comme ça pour un petit peu moins cher, mais pas beaucoup, on y reviendra. Oui. Et ensuite, on l'amène soi-même. Alors, si on est vraiment très bon peintre ou si on est doué au Posca comme toi, on peut le peindre soi-même, mais sinon l'idée c'est plutôt de l'amener chez un peintre, alors si possible un peintre reconnu et spécialisé dans le domaine, bien sûr, qui puisse donc peindre comme on le souhaite ces cadres RTP. Et là on sera complètement libre et en plus de ça, vu que c'est un cadre qui est ready to paint d'origine, il ne perdra pas de garantie ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment prévu par le fabricant, il propose même des peintres certifiés, donc ça c'est vraiment une liberté totale sur la peinture et sur la durée de vie du vélo. Ensuite, on a un troisième point qui peut être intéressant, et étant donné que le marché de l'occasion est quand même assez fourni, c'est d'acheter un vélo d'occasion et le repeindre. Et de le repeindre, de le faire repeindre. Parce que d'aller avec son vélo d'occasion chez un peintre professionnel, ça peut être une très bonne idée. Ça permet d'avoir un vélo avec une peinture complètement neuve, sans aucune rayure. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait repartir sur
une envie de rouler parce que le vélo est tout neuf et brille. Et là encore, il faut prendre en compte 2-3 choses, notamment la garantie. Alors, qui dit vélo d'occasion dit souvent au-delà de la garantie, donc de ce côté-là, pas de problème. Par contre, on voit qu'il y a des peintres professionnels qui ont des collaborations avec des marques et qui, du coup, les marques certifient le travail du peintre. Donc, à ce moment-là, aucun problème pour la garantie, du vélo. Quoi. Après, voilà, ça, comme tu l'as dit, c'est en cas où on achèterait un vélo neuf et qu'on le ferait repeindre tout de suite. Après, ça peut faire partie du gros projet pour avoir vraiment la machine de ses rêves pour un moment. Moi, j'en connais qui font ça avec leur Tesla, mais bon, c'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Est-ce que tu as une idée des coûts un petit peu, notamment pour si on va, comme tu viens de le dire, refaire repeindre un vélo qu'on a déjà ou qu'on vient d'acheter Alors, suivant un peu les peintres, ça peut varier, ça dépend aussi de ce que vous allez demander. Mais en général, il faut compter entre 500 et 1000 euros, aux alentours des 1000 euros pour les peintures de vélo. Sachant que si on veut faire vraiment une peinture exotique, on va dire, avec du chrome, avec beaucoup de détails, ça sera peut-être encore plus cher. Mais ce qui est pas mal de faire ça quand on a un vélo d'occasion, c'est d'en profiter pour changer tous les roulements, les câbles, les gaines, et voilà, repartir sur un vélo complètement neuf. Mais c'est un surcoût aussi qui est à prendre en compte. Lorsqu'on fait repeindre un vélo d'occasion, il faut compter le démontage et le remontage et le changement de composants. Mais si on regarde bien les tutos GCN, normalement cette partie-là, on devrait pouvoir la faire tout seul à la maison. Facile. Surtout le démontage. Bon, du coup, Louis, tiens, je t'ai trouvé 2 petits peintres. Si des fois tu veux aller te renseigner, j'ai cherché sur internet, je suis tombé sur Infinity Custom qui est agréé par Specialized par exemple, ou sinon l'atelier Alkets, c'est des copains du côté d'Annecy qui se régalent. Ils font vraiment des belles peintures. Et on connaît aussi Lumacolor, on sait que Spé pour leurs équipes professionnelles, par exemple la FDJ Suez, au hasard bien sûr, a fait des éditions spéciales pour les tout nouveaux Spé. Donc chaque coureuse a son vélo personnalisé. Alors évidemment c'est une peinture similaire mais réalisée à la main avec des techniques. Alors comme le cellophane que nous a mis sur ton Canyon pour le protéger, rassurez-vous, le vélo va bien. Le vélo n'a pas été. Mais du coup ouais, on les voit faire des petites touches comme ça. Ça replonge un peu en enfance et surtout ça donne des résultats absolument magnifiques. Bon, est-ce que tu aurais un style préféré, Max? Alors c'est la question que j'allais te poser. Moi je prendrais écoute, le Colnago Mapei par exemple. Ça, okay, c'est un vélo iconique, ou pour faire plaisir à mon père, le Bianchi Pantani, mais bon, vu qu'on a déjà la maison familiale. Le bleu céleste est pas mal. Après, si tu prends le Mapei, je te conseille céleste. Ne te trompe pas avec Bianchi, s'il te plaît. Tu as tout à fait raison. Bon. Et par contre, prends la fourche chromée du Colnago Mapei, parce que j'aime beaucoup les fourches chromées. Et toi? Eh ben moi j'ai 2 choix puisque tu en as donné 2. J'aime beaucoup les finishes bruts, c'est-à-dire carbone brut où on voit vraiment la matière. J'aime vraiment ce côté où on est au contact de son vélo et de cette matière. Ça fait gagner un petit peu de poids aussi et je trouve le rendu absolument génial. J'ai un copain qui l'a fait, ça lui a coûté 300 €. Il a fait tout simplement sablé vernir. Du coup c'est moins cher et ça donne c'était sur un Orbea justement, qui le propose d'origine mais lui il avait acheté peint pour finalement refaire ce que Orbea propose d'origine. Bon, on ne juge pas. Mais c'était magnifique. Et sinon, mon vélo préféré all time, c'est le Villiers Ramato, qui avait été fait en édition spéciale pour le dernier Tour de France de Sylvain Chavanel. J'avais eu la chance de le voir de très près. Pas Chavanel le vélo, Chavanel aussi, mais là on parle de la peinture. Et j'avais vu aussi Filippo Pozzato avec le même vélo. Et les 2 coureurs sont 2 coureurs avec une classe incroyable. Posé sur un Villiers Ramato, ça avait quand même quelque chose. Attention quand même, petite précision sur le sablage des vélos. Faites-le faire par un professionnel. Moi honnêtement, je pensais que c'était complètement interdit sur le carbone. Mais voilà, des professionnels doivent pouvoir le faire. Donc je te confirme. Attention sur les techniques. Bon, maintenant on va passer au focus cycliste de la semaine et notamment Paul Magnier que tu avais présenté dans les 5 talents à suivre cette année. Oui, alors c'était pas la plus grosse prise de risque de la vidéo parce qu'on le connaît déjà depuis l'an passé. J'ai une petite stat intéressante, tu sais que j'aime bien ça. 3e, c'est sa pire place cette saison. Ah oui. Voilà, donc ça pose un homme. Alors il a abandonné Bessèges parce que son équipe s'est retirée en raison des histoires de sécurité. Si vous voulez plus de détails, j'avais fait un show là-dessus quand tu étais en vacances, il me semble. Mais voilà, 3e, c'est sa pire place. Alors il a pas mal de 2e place. Il a évidemment gagné la première étape de Bessèges. Il a terminé 2e à la Figara Champions Classic, 2e au Newsblad, et ça, c'était pas n'importe quoi. Et plus récemment, 2e au Samin derrière Van Der Poel. Donc Van Der Poel qui d'ailleurs nous a fait
une présence surprise. Genre, il pleuvait en Espagne, donc il s'est dit un peu comme ici. Il s'est dit, je vais aller au Saman faire la course. Je vais m'entraîner là-bas. Voilà. Bon, Mais par contre, il est tombé sur un Paul Magnier qui lui a mené la vie dure et qui, je l'espère, sur son programme que tu vas nous détailler, va réussir à mettre au fond sur une grande course pour le Tour. C'est ça, parce que déjà s'il avait mis une victoire à chaque sprint qu'il a fait sur le podium depuis le début de l'année, clairement il aurait déjà un beau palmarès. Mais là son programme ça va être Tirreno Adriatico, Milan-San Remo, Gent-Wevelgem, à travers la Flandre et le Giro. Donc, le Giro, il y a clairement des sprints qui vont lui convenir. Avant ça, Milan-San Remo, je suis très curieux de voir comment il tient les 300 bornes, c'est toujours une question. Et de voir s'il peut être là dans le petit groupe qui se jouera peut-être la victoire. Question sur Paul, tu penses que son profil dans les futures années, ça va être un grand sprinter ou plutôt un profil à la Van Der Poel ou Van Aert? Je dirais plus un profil à la Van Der Poel, il me semble pas assez costaud en chrono par exemple ou en montagne pour faire un Van Aert, ce qui est de toute façon une exception, comme tu l'as dit, c'est un profil à lui seul. Oui. Mais je verrais plus un Van Der Poel, c'est-à-dire un coureur très puissant mais surtout très résistant et increvable et capable d'être là, d'être le plus rapide parmi les coureurs qui sont encore présents. Donc je verrai plus ça et c'est aussi pour ça que j'ai hâte de le voir à San Remo par exemple parce que c'est une course où Van Der Poel peut tout faire, soit attaquer, soit attendre le sprint, donc qu'il a déjà remporté bien sûr. Donc voilà, hâte de suivre ça et aussi sur le Giro parce qu'on sait que les grands tours ça peut être révélateur et aussi apporter une caisse pour l'ensemble de la carrière derrière. Donc hâte de voir tout ça. Bon, maintenant on passe aux news de la semaine sur la planète vélo et qu'est-ce que tu as déniché un peu Louis cette semaine? Une nouvelle paire de roues de chez Van Rysel, on est toujours curieux de ce qu'ils font parce qu'on sait que forcément c'est la firme Decathlon et le rapport qualité-prix c'est toujours très intéressant. Donc une nouvelle paire de roues, alors deux versions, une en 35 mm et une en 50 mm de hauteur, donc une plus passe-partout, une plus aéro, avec des moyeux d'été suisse 370. Alors un petit peu déçu, c'est quand même des moyeux 350 ça aurait suffi, faut pas non plus abuser. Mais des poids contenus, alors un tout petit peu moins, un tout petit peu plus de 1500 grammes la paire selon évidemment si c'est 35 ou 50. Et surtout ce qui est toujours intéressant chez eux, c'est qu'on les retrouve à 800 et 900 €. Donc ça fait quand même une paire de roues carbone solide. Donc on a pour un moment à moins de 900 € et c'est quand même rapport qualité-prix, on l'a dit. Ça reste sans doute très bien, il faudrait qu'on roule avec pour confirmer bien sûr. Mais en tout cas les chiffres sont intéressants et prometteurs et ouvrent les roues carbone à disque à plein de monde. Avec le SAV et la qualité de fabrication de Decathlon. Donc ça, c'est quand même de beaux avantages. Moi je reste côté français avec la marque Hutchinson qui a sorti deux nouveaux pneus cette semaine. C'est le Blackbird Race développé avec l'équipe Wanty Intermarché qui est un pneu, une évolution de leur Blackbird qui était déjà un pneu rapide. Le but est qu'il soit encore plus rapide. Donc ils ont travaillé sur la carcasse, c'est 3 fois 127 TPI ou 2 fois 127 TPI suivant la zone. On a toujours une petite bande au milieu pour éviter les crevaisons. Et c'est des poids quand même assez intéressants parce que c'est 240 grammes en 28 mm. Donc c'est quand même très contenu, ça peut être un bon concurrent sur le segment. Deuxième pneu aussi qu'ils ont sorti, c'est donc le Blackbird All Season, comme le font un peu toutes les marques, avec une gomme plus tendre sur le côté que sur le milieu pour permettre d'avoir une belle accroche, que ce soit l'hiver dans l'humidité et une bonne durée de vie, donc l'été. Peut-être un bon compromis entre la performance et l'endurance. Un bon compromis, effectivement, et c'est disponible de 28 à 32. Ils ne font plus de 25 sur les deux modèles. Comme beaucoup. Alors je vais aussi rester en France et là je vais vous montrer du Made in France, mais alors sur l'autre spectre, pas sur du All Season, sur les nouveaux boyaux et pneus de piste de la marque française FMB. Donc c'est 100% fabriqué en France, on a un contact avec eux, c'est super facile, ça c'est très appréciable. Ça c'était pour les généralités. Il s'appelle le FMB Pista Ultra 3000. Attention, te dire qu'on est dans le nouveau millénaire. 3000. C'est pas compliqué, c'est un gain de 1 mètre par tour à 55 km/h. Donc sur la piste, donc 1 mètre par tour, par rapport à l'ancienne référence qui était le Victoria Pista Corsa, avec un coefficient de roulement pour ceux à qui ça parle de 0,001, donc c'est à peu près 4 fois moins que sur un pneu de route classique, qu'un pneu performant de route classique, et ça correspond à 3 watts, un peu plus de 3 watts par boyau, par rapport à la référence, donc pas par rapport à la moyenne des boyaux. C'est absolument lunaire, j'irais même jusqu'à dire que c'est une vraie belle prouesse réalisée en collaboration avec Aerocoach, en tout cas pour les testings. Et sur le graphique qu'on vous montre, on ne voit pas bien, mais plus la barre rouge est petite et plus ça va vite, et là ça va très vite parce que la barre rouge est vraiment toute petite. Et donc voilà, vraiment un coup de chapeau à cette marque française, toujours à la pointe de l'innovation. Et j'irais même jusqu'à dire que ce serait la paire de boyaux parfaite pour un record de l'heure. Ouais.
Et niveau confort? Je dis ça au hasard. Mais franchement, c'est une carcasse en soie Et ou puis en sur coton une avec piste, une chambre il n'y a pas de latex. bosse, donc Mais c'est un boyau en soie ou latex fait à la main avec une chambre latex. C'est voilà, une bande de roulement en latex, etc. En termes de confort, c'est un oreiller à mémoire de forme. bon, écoute, si c'est un oreiller à mémoire de forme. Écoute, j'ai un peu continué sur la planète vélo. J'ai vu une nouvelle série limitée de la part de Santini en honneur au Paris-Nice, qui est plutôt sympathique. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, moi plutôt pas j'adore mal, hein. les éditions spéciales Mm. et j'aime beaucoup Santini qui propose souvent de design, alors les éditions spéciales aussi, mais aussi dans leur gamme normale des éditions spéciales, des couleurs un peu spéciales qui sortent de l'ordinaire. Donc non, j'aime bien cette marque et j'aime bien les éditions spéciales, donc j'aime bien cette collab. Un autre fil rouge de nos shows, alors cette fois pas de nouvelles de l'UCI. Je suis presque un peu surpris. C'est pas vrai. Non, alors ils ont un peu râlé sur Fabien Doubé autour du Rwanda alors que sa demande était légitime. Mm. Ça a fait une grosse polémique sur les réseaux, donc je préfère qu'on rentre pas plus dedans que ça. Ok. Mais bon, tout ça pour dire que si, on a entendu parler Oui, du CI, toujours. mais un poil moins quand même. Par contre, on parle pas mal d'XDS Astana Oui. cette année. Alors, j'ai fait les points sur les classements de la saison, ou plutôt j'ai eu le compte Insta qui l'ont fait pour moi. Et donc au 7 mars, Astana a refait 15% de son retard sur la dernière équipe World Tour, c'est-à-dire l'équipe Cofidis. 15% de son retard en seulement un mois et demi de saison. Donc s'il continue comme ça, c'est sans tout bon pour eux pour la licence. Et c'est toujours surprenant parce que je me suis dit qu'Cofidis doit faire une mauvaise saison et en fait pas du tout puisqu'ils ont déjà 4 victoires, dont une en World Tour et 2 en points pro, donc au plus haut niveau en dessous du World Tour. Donc Cofidis réalise déjà un bon début de saison, un solide début de saison. Mais malgré tout, ils ont perdu plus de 1700 points sur Astana. Donc voilà. C'est grâce à la masse d'Astana. C'est grâce à la stratégie d'Astana qu'on C'est a ça, les évoquée, places d'aller d'indice. sur des courses. Alors ils ont 3 victoires seulement entre guillemets, mais que sur des classes 1, donc sur le plus petit niveau professionnel. Ok. Mais ils mettent à chaque fois beaucoup de coureurs dans le top 10 sur ces courses qui marquent beaucoup de points. Je le rappelle, ils ont recruté un data analyst pour ça. Et cette stratégie semble payante après avoir évidemment s'ils tiennent la cadence sur l'ensemble de la saison. Sur les plus grosses courses, au niveau parcours, il me semble que tu as trouvé un GPX sympa là. J'ai enfin trouvé, ou plutôt il est enfin sorti le parcours du Milan-San Remo femmes. J'avais vraiment peur qu'il fasse une course un peu au rabais et je m'excuse auprès de nos organisateurs RCS D'y avoir pensé. italiens parce qu'ils ont fait la course qu'on attendait, c'est-à-dire tout simplement Milan-San Remo avec le même final, le Poggio, la Cipressa, etc. En fait, les femmes du moins vont partir de Gênes, faire une dizaine de kilomètres avant de rattraper la course homme juste après le Turquino qu'elles ne feront pas, mais ça ne change pas grand-chose à la course. Et ensuite, elles vont faire les 130 derniers kilomètres de San Remo pour un total de 150-160 avec surtout ce final explosif. Donc j'ai hâte de voir ça le dernier week-end de mars, le week-end du printemps pour la Primavera. Bon, bah écoute, tant mieux, on va se régaler. On passe rapidement au résultat avec du coup l'Omloop Newsblad avec Soren Warrensold devant Paul Magnier. Il gagne en jambière. C'est plutôt Ouais, pas ça mal. c'est un peu un scandale, mais c'était rigolo. Toute l'équipe Uno X était en jambière et c'est surtout leur plus grande victoire, l'équipe Uno X. C'est ça, mais c'était quand même une belle victoire. Par contre, on passe chez les femmes sur l'Omloop Newsblad avec un sprint interminable, mais qui Ouais. a vu quand même la victoire de l'Autoclass pour l'équipe Arkea. Ouais. Très belle victoire. Et À noter quand même la performance de la coureuse de l'équipe Winspace dirigée par Damien Pomerleau, qui, on peut, maintenant après coup on peut dire que c'était une erreur, mais bon sur le moment c'est facile à dire pour nous sur nos canapes. facile. Mais en tout cas l'échappée matinale qui a fait une course absolument brillante. On vous le dit toutes les semaines ou presque, ça vient le même fil rouge que les CI ou Astana. C'est dans le cyclisme féminin qu'on a le plus de suspense, ça c'est indéniable. Et le Newsblad ne nous a pas fait mentir. C'est ça. Écoute, pour le moment, c'est tout pour les résultats. Attends, Alors, est-ce qu'on là. peut s'amuser à faire quelque chose? Vas-y. Parce qu'on enregistre la première partie de ce show pendant notre voyage en Espagne, on vous en a déjà parlé. Et les Strade Bianche ne sont pas passés, mais on va faire comme si, donc je te fais la phrase. Et on a vu ce week-end les Strade Bianche avec la victoire incroyable de Tadej Pogacar, parti à de dizaines et des dizaines de kilomètres de l'arrivée, encore un numéro du coureur slovène. C'est ça, les autres n'ont rien pu faire. Donc on verra si... Chez les si lundi, femmes, on par a contre, c'est une victoire de... inattendu, comme tout le temps dans le cyclisme féminin, on a bien fait de regarder les 2 courses italiennes ce week-end. Bon, écoute, On tente le coup de poker. On tente le coup de poker. Bon, ça y est, me voilà de retour au bureau dans notre belle ville de Bayonne. Donc Louis, tu ne t'étais pas trompé évidemment sur Strade Bianche. Tadej Pogacar a remporté la course, même si il ne l'a pas remporté comme on pouvait l'imaginer. Après sa chute, il a réussi à revenir avec Tom Pidcock qui l'a attendu. Et malgré ça, malgré sa chute quand même à haute vitesse dans ce virage, il a quand même mis une attaque et remporté la course en solitaire. Incroyable, encore une fois, Tadej Pogacar. Chez les femmes, c'était quand même beaucoup plus disputé, car il a fallu attendre le dernier radar dans le centre-ville de Sienne pour que
Demi Vollering remporte la course en mettant une attaque à son ancienne collègue d'équipe Anna van der Breggen qui fait son retour depuis cette année. Elle était directrice sportive l'an dernier. Et là maintenant, elle est revenue dans les pelotons. Elle prend une très belle deuxième place. À noter que Pauline Ferrand-Prévot, elle termine troisième de la course, ce qui est quand même une vraie belle réussite pour Pauline, qui elle venait du VTT et après juste quelques mois, elle est déjà sur le podium sur les courses d'un jour, qui sera sûrement sa spécialité. Donc félicitations et magnifique troisième place de Pauline Ferrand-Prévot. Vous pouvez retrouver son vélo sur la chaîne GCN avec un petit focus sur son Cervélo S5 qui est sorti juste la semaine dernière. Dans les autres résultats, on a eu une grande victoire de Alexis Brunel. Oui, lui qui était avec moi il y a encore quelques mois, il est reparti dans les pelotons chez Total Energy et là il signe sa deuxième victoire de carrière sur une classique belge, le Grand Prix Pierre Montseret. Et après une longue journée en échappée, il a fini tout seul en solitaire pour célébrer sa victoire. Très belle réussite, félicitations Alex, on est très content pour toi, je parle de la part de toute l'équipe de chez GCN. Bon, visiblement tu as écouté 2-3 de mes conseils. Et pour finir dans les résultats, c'était la finale de la Zwift Academy. Et c'est Emily Dixon chez les femmes qui va rentrer dans l'équipe Canyon SRAM Zonda Crypto. Félicitations à elle. Et chez les hommes, c'est Noah Ramsey, le Canadien, qui rentre directement chez Alpecin de Koenig. Donc félicitations à eux qui ont remporté ces belles victoires en espérant qu'ils aient une carrière aussi belle, un beau démarrage de carrière comme Jay Vine qui avait remporté il n'y a pas longtemps. Bon, bah allez, c'est fini pour les résultats du week-end. Je repars en Espagne. Donc voilà, c'était les résultats des Strade Bianche en différé. Mais Louis, on n'oublie pas le Zwift Ride de mercredi avec notre collègue italien Alan. Bon, il paraît que ça va sprinter un peu. Hein. Ah, je sais pas, c'est un italien, c'est la Dolce Vita. Des fois, ils sont tranquilles, des fois, ils sont à fond. On verra bien. Ça dépend si c'est toujours à 19h30 le mercredi. Normalement, il n'aura pas bu un expresso avant. Ça devrait rouler en groupe, c'est pas si mal. Bon, c'était tout pour ce GCN Show depuis le sud de l'Espagne. On vous dit à très vite sur GCN en français